Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Il s'agit pour l'auteur de justifier le projet de ce livre, et pour cela de délimiter l'espace où celui-ci vient s'insérer. Pourquoi pendant et après Lacan ? Mais d'abord Lacan lui-même. Jacques Lacan aura été, après Sigmund Freud, le plus grand psychanalyste du XXe siècle en France d'emblée. Pour ce qui est de l'Europe, puis du monde, d'aucuns trouveraient déjà sur ce point matière à discussion. Ne parlons pas des proches compagnons de Freud, Ferenczi surtout, mais de la génération de ses successeurs, Melanie Klein avant tout, puis Donald Winnicott, Wilfred Bion. En réalité, la discussion ne sera pas bien longue, au moins déjà pour qui a lu et connaît les textes. On a vite fait de distinguer l'Everest du Mont Blanc. Mais cela ne suffit pas. Jacques Lacan est aussi un philosophe de premier plan, peut-être le plus grand philosophe français du XXe siècle, arrangé immédiatement à côté de Sartre. Venu après Bachelard et Merleau-Ponty, la pléiade des notoriétés des années 1960 à 1970, Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida, aura été davantage celle des grands prêtres sacrificateurs, des liquidateurs de l'idée et de la culture philosophique antérieure. Leur grande œuvre aura été de jeter la malédiction, sur Hegel, sur Marx, sur Freud. C'est pour cela que la génération des guerres d'Indochine puis d'Algérie, celle du coup d'État gaulliste de 1958, avait passé contrat avec eux. Et ils ont bien rempli leur tâche. Lacan n'aurait pas été le seul philosophe important à jeter d'une certaine manière l'anathème sur la philosophie antérieure. Descartes, Kant, Fichte, Hegel d'une certaine façon, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, chacun dans son style propre en a fait tout autant. Que Lacan soit un philosophe de premier plan, Alain Badiou par exemple le pense, qu'il a appelé « notre Hegel français ». Judith Lacan-Miller également, sa propre fille, elle-même philosophe, reçue première à l'agrégation de philosophie, qui a émis l'opinion que Lacan viendrait prendre un jour sa place dans l'académie des plus grands philosophes de l'histoire, entre Descartes et Hegel, pour ne faire qu'évoquer le tableau de Raphaël sur l'Académie d'Athènes. L'un et l'autre peuvent être tenus comme d'excellents experts en la matière, et ils ont tous les deux raison. Il ne serait pas déplacé de ranger Lacan dans la catégorie de l'antiphilosophie, notion reformulée par Alain Badiou pour désigner une variété particulière de philosophes dont l'implication dans la philosophie présente un style d'engagement personnel ambigu qui leur confère à tous un certain air de famille. Paul de Tarse, Pascal, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein. Badiou hésite un moment à y ranger Kant, le grand procureur général contre la métaphysique. Mais il n'a pas pris le parti d'y faire entrer Lacan, voire même Freud, ce qui n'aurait somme toute rien d'absurde. L'œuvre de Lacan est immense, 13 000 pages, dont seulement 2 000 écrites, aussi volumineuse que celle de Sartre, de Piaget, le double en tout cas de celle de Freud, de Wallon. Elle est extraordinairement difficile à lire, comme celle de Fichte, de Hegel, mais cohérente et progressive à partir d'une intuition de base invariable, RSI, néanmoins jamais répétitive, toujours novatrice, graphe, topologie nœud. L'histoire des idées, en particulier dans le champ des philosophies, montre que celle-ci s'organise selon une forme de généalogie arborescente et progrédiente qui a ceci de spécifique que chaque niveau y est à la fois dépassé par et conservé dans le suivant. Il n'y a pas besoin d'être hegelien pour ressentir, constater et évaluer, pièce en main, et quand on n'est pas aveugle, que c'est ce rapport de dépassement-conservation, de filiation émergente qui existe entre Aristote et Platon, Spinoza et Descartes, Kant et Leibniz, Hegel et Kant, etc. Or, s'il est vrai que Lacan doit être évalué comme un philosophe de premier plan, la question se pose de savoir si on doit envisager et si on peut techniquement le dépasser tout en préservant ce qui est valable de sa doctrine. Ni plus ni moins. Un problème analogue se pose dans le champ de la psychanalyse elle-même. On perçoit bien, quand on connaît les textes, c'est toujours la même exigence de base, en quoi Melanie Klein dépasse tout en poursuivant Freud, et en quoi Winnicott aussi bien que Bion sont les héritiers à la fois dépendants et indépendants de celle-ci. Cela se perçoit aussi bien dans les thèmes que dans les procédures du travail de pensée. Lacan a exercé une influence très importante sur ses contemporains français, comme je l'ai montré déjà dans un autre ouvrage, La psychanalyse et la psychologie aujourd'hui en France, Vuibert 2006, sans que l'on puisse dire qu'aucun d'eux l'ait dépassé de manière décisive. Tous sont restés en retrait de ses avancées, tout en subissant de sa part des influences latérales plus ou moins marquées,
comme cela peut être montré par l'analyse de chaque cas. Or justement, Lacan est disparu depuis 35 ans et ses disciples persistent à étudier son texte patiemment, fidèlement, mais sans pouvoir y ajouter quoi que ce soit. Des chercheurs les plus expérimentés et les plus avisés parviennent les avis les plus catégoriques, on l'entend répéter. Dépasser Lacan, on essaie depuis 30 ans, on n'y arrive pas. Critiquer ne serait-ce que pour les mieux comprendre, les grands édifices de l'histoire de la pensée, cela vaut pour la philosophie comme pour l'ensemble des sciences humaines, psychologie, psychanalyse, sociologie, économie, a toujours été l'entreprise la plus difficile, d'autant plus pour la génération montante. Un étudiant en philosophie tourne autour des systèmes de Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, comme autour de forteresses indépendantes et imprenables, cherchant la faille mais sans la trouver. Tout se tient, lié de façon contrainte et sans rupture. Dans les histoires de la philosophie spécialisée, ces systèmes sont la plupart du temps exposés tels quels, de façon objective, sans que soient articulés, sauf rarement et dans des cas consacrés, la critique de Platon par Aristote lui-même, mais bien moins celle de Spinoza ou de Kant à l'égard de Descartes, la raison précise du passage de l'avant à l'après. Il y en a toujours une ou plusieurs, mais la plupart du temps cachées, comme par une malice de l'histoire. Il en est de même par rapport à Wallon, Piaget, Freud, Mélanie Klein, Lacan, surtout Lacan qui semble devoir rester une forteresse imprenable. Pourtant il le faudrait, si l'on veut encore avancer en quelque chose. Car jamais l'histoire n'est restée au point fixe, sauf dans les cultures en train de mourir. Certes, on sait que la fin des cultures égyptiennes, romaines, byzantines a duré des siècles. Bien entendu, il existe nombre de forteresses qui n'ont jamais été prises, mais que l'histoire a fini par abandonner. Une approche critique de la pensée Lacan serait souhaitable, utile, intéressante, même pour ses fidèles devenus aujourd'hui majoritaires, même si la psychanalyse semble en régression, mais le reste vaut-il mieux ? Cependant, avant de l'entreprendre, mieux vaudrait d'abord dégager les coordonnées de l'espace intellectuel et scientifique où s'est développée l'entreprise de Lacan. Même si Lacan reste le plus grand malgré ceux qui en doutent, il n'a pas grandi dans un espace vide, et c'est cet espace des contemporains et successeurs, il y en a par exemple Jacques Robion, qu'il conviendrait d'abord d'explorer. Il s'agirait de mieux dégager, afin de mieux l'aménager, l'espace idéologique où s'est d'abord insérée la pensée Lacan, afin de pouvoir mieux tourner autour des grands objets qui la configurent et d'être plus à même de les situer dans leur environnement. Dans un livre sur la psychanalyse et la psychologie aujourd'hui en France, 2006, j'ai produit une analyse du panorama de l'école française de psychanalyse entre 1950 et 1980, dont on peut dire que par la variété comme l'originalité de ses perspectives, elle aura été, pendant cette époque de l'après-guerre, dite les 30 Glorieuses, la plus importante au monde. Voici ce panorama. Deux grandes figures, Jacques Lacan et Didier Anzieux, 11. État limite et psychose, Béla Grunberger, 1, Janine Chasguet-Smirgel, Francis Pache, 2, Pierra Olagnier, 7, Joyce McDougall, Paul-Claude Racamier, Jean-Bertrand Pontalis, La pensée paradoxale, René Roussillon et le travail du négatif, André Green 8, René Caes, Guy Rosolato 1. Approche médicale de la psychanalyse, Serge Lebovici, René Diatkin, Pierre Marty 1, Christian David, Michel Fin 1, Michel Demusan, Daniel Wiedelutcher. Enfance, adolescence et féminité, Denise Braunschweig, Evelyn Kestenberg. Adversaires et partisans de Lacan, André Green, Jean Laplanche 14, Guy Rosolato, Serge Widerman. La psychologie clinique, Daniel Lagache 13, Juliette Favès-Boutonnier 4, Françoise Dolto 7, Claude Revaud-Dallon, Michel Huguet, Jean-Louis Pédin-Yelly, Winfried Hubert, Colette Schilland, Roger Perron, Ariel Sansana. Technique projective, Vika Chentoub, Catherine Chabert, Françoise Brelet-Foulard. Tout ce qui précède au moins pour rester dans l'espace francophone. Parmi les étrangers, nous citions Mélanie Klein 1882 à 1960, 38, Anna Freud 1895 à 1982, 25, René Spitz 1887 à 1974, 4, Donald Winnicott 1896 à 1971, 9, Margaret Malheur 1897 à 1985, Frances Tustin 1913 à 1990, Donald Meltzer 1922 à 2004. Passons rapidement sur le champ des psychothérapies, techniques de groupe et diverses autres catégories encore, lequel n'appartient plus à la psychanalyse, sauf à l'occasion de façon marginale étrangers et quelques Français.
Jacob Lévy Moreno 1889 à 1974, Kurt Lewin 1890 à 1947, Max Pagès 1926, Claude Faucheux, Carl Rogers 1902 à 1987, Gregory Bateson 1904 à 1982, Paul Václavík 1921 à 2007, Johannes Heinrich Schultz 1884 à 1970, Julian de Haruriaguera 1911 à 1993, Jean-Georges Lemaire 1927, Michel Sapir 1915 à 2002, Alexander Loven 1910 à 2008, Fritz Perls 1893 à 1970, Liselotte Monsieur Boden 1978. Parmi les étrangers, rares sont les auteurs plus âgés que Lacan né en 1901. Monsieur Klein plus 19, A. Freud plus 6, R. Spitz plus 14, Monsieur Malheur plus 4, J. Moreno plus 12, K. Lewin plus 11, J. H. Schultz plus 17, F. Perls plus 8. Aucun Français n'est plus jeune. Dans notre panorama, sur 26 psychanalystes proprement dits français et tous plus jeunes que lui, Lacan en cite 12, à côté de 5 étrangers plus âgés que lui, sauf Bateson. Notre panorama, en principe consacré à la France, comportait par accident un petit nombre de noms étrangers. Mais il en esquivait un certain nombre d'autres, dont l'importance n'est pas du tout négligeable, et c'est d'eux que nous avons voulu rendre compte dans notre actuel ouvrage. Lacan a mentionné Wilfred Bion 1897 à 1979, dans 3 passages de l'un de ses premiers textes 1947, n'a jamais parlé de Heinz Kohut 1913 à 1981, d'Otto Kernberg 1928, d'Eugenio Gadini 1916 à 1985, de Matt Blanco 1908 à 1995. Il a cité Robert Jesse Stoller 1924 à 1991, un fois, 21 1971. Il a parlé 2 fois de William R. D. Fairbairn 1889 à 1964, 1 6 55, 12 11 58, mais pas des apostrophes. Edith Jacobson, 1897 à 1978, ni de Herbert Rosenfeld, 1909 à 1986, ni de Margaret Malheur, 1897 à 1985, auquel on verra plus loin se référer Otto Kernberg. J'ai parlé ailleurs des nombreuses références de Lacan dans le champ de la philosophie, que je rappellerai seulement dans la note ci-dessous, qui fait sauter tout de suite aux yeux qu'elles sont beaucoup plus importantes que celles venues du champ de la psychanalyse, en dehors évidemment de Freud. Mis à part Mélanie Klein et Winnicott, Lacan a paru très fermé à la communication avec certains de ses contemporains étrangers d'importance non négligeable dans le champ de la psychanalyse. Sa communication avec les contemporains est plus marquée dans le champ français, mais reste loin d'être très ouverte. Il n'a aucun dialogue avec Chasgay Smirgel, 1928 à 2006, MacDougall, 1920 à 2011, Racamier, 1924 à 1995, Pontalis, 1924 à 2013, K.S., 1936, Lebovici, 1915 à 2000, Diatkin, 1918 à 1997, David, 1929 à 2013, De Musan, 1921, Wiedelutscher, 1929, Braunschweig, 1918 à 1998, Kestenberg, 1918 à 1989, Widermann, 1916 à 1991, qui d'ailleurs lui sont tous postérieurs d'environ une génération. Ce sont plutôt eux qui subissent plus ou moins son influence, parfois très marquée, même quand elle n'est pas liée par une adhésion d'école. Je crois utile ici de signaler que j'ai travaillé sur Lacan dans 3 autres ouvrages, dont voici une brève présentation. Émile Jallet, Badiou avec Lacan. Roudinesco, Assoun, Granon Lafont L'Harmattan 2014. Les exemplaires que j'ai fait parvenir aux principaux intéressés figurant dans le titre ne m'ont jamais valu aucune réponse de leur part. Il y aurait là un assez triste indice de la température des bonnes manières dans la République des lettres aujourd'hui, si l'on ne pouvait supposer par ailleurs que les colis ont pu se perdre dans la poste, ce qui est très fréquent depuis quelques années. J'ai parlé de Lacan également dans l'assez longue présentation que j'ai faite du livre de Sándor Radó sur l'angoisse de castration chez la femme, 1934, traduction de Marc Géraud, Ibidem 2014. J'en ai reparlé enfin dans ma présentation, assez longue aussi, du livre de Bergler, École. Libring, Fenichel, Glover, Laforgue, Nunberg, Strachey, Le Congrès de Marienbad 1936. Un rendez-vous avec Lacan, Ibidem, 2015.
J'avais prévu d'annexer les textes que Lacan avait écrits au cours de sa carrière, en réponse différée à ces 6 intervenants du colloque de 1936. Malheureusement, la publication de ces textes passionnants et formant une bonne 50aine de pages ne m'a pas été autorisée par les ayants droit de Jacques Lacan. Il ne m'a été simplement possible que d'en mentionner les références précises à la fin du livre. Ceci dit qui est déjà trop long, on entrera mieux dans le vif du sujet en formulant qu'un certain nombre de grands thèmes semblent d'emblée pouvoir être convoqués au profit d'une première approche critique de la pensée lacanienne, et d'abord au moins 2. Il a existé une problématique classique du couple pensée-langage, et des rapports entre eux de chacun de ces 2 termes. Or Lacan aurait tendance, ce que ne fait pas Freud en bon psychologue qu'il est, à résoudre, absorber le premier dans le second, à réduire la pensée au langage, ce qui aura été la tendance que l'on peut estimer regrettable, et même vicieuse de toute l'époque à partir des années 1950. Une autre tendance de Lacan, et qui lui est également commune à toute l'époque, est à l'intérieur du couple histoire-structure qui forme le noyau rationnel de la dialectique, NRD, de sacrifier l'histoire à la structure. Ce qui n'a jamais été le cas de Freud, dont la démarche ménage un génétisme repéré par la fameuse équation étiologique exposée dans des textes connus, 1905, 1945 à 1917, et que Lacan a toujours refusé de prendre en considération. Ceci dit, le propre des représentants de la pensée complexe, dont Lacan fait partie à côté de tous les autres philosophes de très grande taille, est la capacité d'avoir aménagé des forteresses très bien défendues et même imprenables. La particularité en est que, quelle que soit l'affirmation critique que l'on puisse diriger contre l'adversaire, on pourra presque toujours trouver dans son dispositif de défense des textes qui diront le contraire. Ceci est vrai de Platon, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Freud et bien entendu de Lacan. Et il est souvent difficile de faire avec cette tendance dialectique interne inhérente à tous les grands systèmes de pensée. Cependant, notre actuel ouvrage comporte une autre finalité qui n'a par elle-même rien d'évident. En effet, nous l'avons conçu comme une sorte d'épilogue à un travail à l'origine d'une toute autre visée et intitulé Critique de la raison philosophique. Cet ouvrage a déjà été écrit, avant celui-ci. Mais nous ne le ferons paraître qu'après, dans un deuxième temps ou si l'on veut encore, à reculons. La perspective de ce premier chantier s'est inspirée de l'hypothèse à démontrer qu'une décadence progressive de la philosophie française s'était produite des années 1960 jusqu'à nos jours, en rapport avec le rejet du paradigme de la pensée dialectique, lié aux noms principaux de Hegel, Marx et Freud, amorcé, parrainé et soutenu par L'. École des structuralistes et post-structuralistes français des années 1960 à 1980, rejet lié à la vogue corrélative des nouvelles oriflammes de l'antipsychologisme et de l'anti-humanisme. Tous ces motifs sont reliés par l'anathème jeté sur la Genèse et l'histoire au profit exclusif de la structure. Une telle hypothèse se relie à d'autres présuppositions, en particulier le fait que, dans l'histoire de la philosophie, des 2 disciplines jumelles issues de l'ontologie, ou plutôt de l'ontologique, voire même de l'ontothéologique, la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit, c'est principalement la seconde qui a toujours formé le véritable moteur sous-jacent de l'ensemble de l'entreprise philosophique occidentale dès ses origines dans la philosophie antique. Pour prendre l'exemple célèbre de l'encyclopédie de Hegel, à partir de son point de départ dans la science de la logique, c'est bien la science de l'esprit, dont la psychologie, qui pilote l'ensemble de l'entreprise en aimantant la science de la nature vers son propre espace. Les psychologues Henri Wallon 1938 et Jean Piaget 1950, etc. Les plus importants représentants de leur discipline dans la culture mondiale, ont chacun selon son modèle propre, envisagé que la psychologie soit en définitive la base où s'assure le fondement de toutes les autres disciplines du savoir, dans les champs respectifs des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales. Je l'ai à plusieurs reprises montré ailleurs. Mais au-delà, on peut aussi considérer que la psychanalyse, loin d'être vouée à se faire l'ennemi déclaré de la psychologie, est le savoir basique où celle-ci devrait trouver ses racines. La psychologie n'est rien d'autre en définitive que la science de l'homme-machine, y compris de cet aspect particulier de la machine que sont la conscience, le psychisme conscient, qui en pilote l'ensemble des conduites manifestes. Mais cette machine particulière se trouve être associée à une base psychique inconsciente, à un inconscient.
C'est en ce sens que Freud a pu penser que la psychanalyse n'est rien d'autre que la nouvelle psychologie, Neue Psychologie, différente de la psychologie universitaire Schulpsychologie, et que de la sorte elle est la psychologie des profondeurs, Tiefenpsychologie, qui offre le pont, dit Brücke, entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit, 1913, etc. Que dans l'histoire de la philosophie occidentale, la science de l'esprit ait un rôle hégémonique par rapport à la science de la nature, disons encore la psychologie à l'égard de la physique. Dans l'ensemble du projet philosophique, cela semble parfois avoir été bien ressenti par certains grands esprits qui ont envisagé que le but de la recherche intellectuelle était en réalité la science de l'homme. Disons la psychologie plutôt que la physique, locution curieuse utilisée par des esprits aussi différents que Bacon 1561 à 1626, Pascal 1623 à 1662, d'Alembert 1717 à 1783, D'. Holbach 1723 à 1789, Cabanis 1757 à 1808, Barthez 1734 à 1806, Saint-Simon 1760 à 1825 et Lotz 1817 à 1881. Il s'agit de concevoir que le psychologue sache, perçoive réellement mieux que celle-ci ce à quoi tendent aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences de nature. Il s'agit encore au-delà de saisir que la psychanalyse puisse comprendre mieux que le psychologue et aussi que n'importe quel autre type de savant, le neuroscientifique, le sociologue, l'économiste, d'où procèdent et à quoi tendent leurs démarches respectives de pensée. Lacan ne songe à rien d'autre quand il produit son interprétation géniale du cogito ergo sum de Descartes, en tant que base de tout l'arbre de la philosophie. Je pense là où je ne suis pas, et je suis là où je ne pense pas. Formule qui situe aussi bien l'entreprise d'Einstein que celle de Turing, celle de Piaget que celle de Freud. Que la psychologie puisse s'envisager comme susceptible de fournir la base de légitimation théorique et déontologique ultime de l'ensemble des sciences, et que par-delà la psychologie même, la psychanalyse elle-même puisse le revendiquer encore mieux, comme support de droit réel de la psychologie, voilà qui pourra paraître une prétention réellement exorbitante, surtout dans l'état d'anarchie ingouvernable et de conflictualité exacerbée où se trouve aujourd'hui, surtout en France, les rapports de la psychologie, de la psychanalyse et de la philosophie, sans parler des prétentions contradictoires à l'hégémonie scientifique des neurosciences, de la sociologie et de l'économie libérale. Dans la période actuelle, la psychanalyse répète Lacan en petit comité balbutiant. La psychologie a subi une implosion atomique, un anéantissement universitaire complet. La philosophie se multiplie dans un essayisme papillonnant. La première chose à faire serait d'essayer de restaurer le dialogue de chacune des belles dames de ce trio d'élite avec les deux autres. Mais dans l'état actuel de la crise française tous azimuts, sociale, économique, politique, scientifique et culturelle, c'est beaucoup plus facile à imaginer et à dire qu'à faire. Que la psychanalyse soit la vérité, S1 flèche vers la droite ICS, où trouvent leurs racines l'ensemble des autres savoirs, S2 flèche vers la droite PCS, n'évacue pas la relative évanescence d'un tel fondement, le propre de la vérité étant de s'échapper à elle-même, de ne pouvoir qu'être midite. Que si cette vérité retombe de ce fait au niveau de l'opinion, cette opinion fût-elle droite, fût-elle de l'ordre de la créance fondée, pistis dit Platon, belief dit Hume, ses adversaires ne sauraient lui en faire reproche, car il ne serait pas mieux logé qu'elle, dans une précarité encore plus pitoyable, les sociologues avec leurs contes à bercer la crédulité des demi-habiles, les neurosciences avec leurs graphiques enfantins en couleur pastel, les économistes avec leurs prédictions d'embellie toujours démenties par le réel. Il faut y insister. Le thème de discorde autour de cette histoire de la misère de la culture française moderne est la question du dialectique, de la dialectique et de leurs derniers représentants majeurs dans l'époque moderne, Hegel, Marx, Freud et Lacan. On lit dans une estimable histoire de la philosophie, Jacqueline Russe, 1995, ce qui suit. Les dialectiques marxistes, grande référence, jusqu'aux années 50 à 60, sont perçues néanmoins par un petit nombre de penseurs Popper, Aron et quelques autres, comme autant d'idéologies inquiétantes, dangereuses, même dans leur version ouverte. Par exemple l'école de Francfort, comme si la dialectique recélait toujours quelques clôtures, quelques arrêts de la pensée. On rappellera pour mémoire que Freud a souvent souligné, avec une grande insistance, le caractère inévitable des résistances à la diffusion de la psychanalyse.
Il les présumait même comme principiels et durables, quasi inexpugnables. Le fait que les masses, les foules, l'opinion publique ne veuillent plus entendre parler de certaines idéologies, ne signifie pas par principe que celles-ci soient erronées. Il faut voir, cela dépend du cas, des cas. Que certains esprits bien formés et de bon lignage ne veuillent plus rien avoir à faire avec les affres et convulsions des diverses religions, cela se comprend aisément. ECLINF. À l'encontre, le fait que l'on ne veuille plus entendre parler de Hegel, Marx et Freud depuis les années 60 pourrait signifier aussi une sorte de suicide de la culture européenne. Il faut bien saisir, envisager, comprendre où en est la philosophie française contemporaine. Pensée linéaire, juxtapositive, répétitive, psittachiste, monotone, triviale, apeurée, courtisane, carriériste, petite bourgeoise, conservatrice, conformiste, Anne de Buridan dodelinant de sa tête centriste. La dialectique est vraie, serait vraie parce qu'elle représente la formule matricielle de toutes les formes valables de la pensée complexe, organisée en réseau, pluridimensionnel. De fait, depuis les origines de la philosophie occidentale en Grèce, on compte au moins 150 systèmes philosophiques dont l'organisation interne se conforme spontanément à une endostructure oppositive de caractère triadique. Il y a une raison à cela. Mais il faut être capable d'aller y voir. Que l'on consulte d'abord par exemple, le tableau déjà établi par moi de ces trialités. D'aucuns diraient non sans quelque raison, de ces trivialités. Banalité certes mais précieuse, tout autant que le cogito cartésien, que le je pense, ich denke et le je dois kantien. Or cela n'a rien d'étonnant si l'on considère que le développement de la pensée naturelle chez l'enfant, comme l'a montré de façon irréfutable, pour tout esprit sachant lire et de bonne foi, la psychologie développementale, Freud, Wallon, Gesell, Piaget, se fait selon un modèle dialectique, le schéma d'une dialectique naturelle de l'esprit, une matrice binaire de base dont la formule de dépassement s'ajuste sur un troisième terme. L'esprit humain est fait comme cela, et y est so, disait Hegel à ses étudiants, enfermé dans cette prison monotone peut-être, mais contraignante au triple niveau biopsychosociologique. Et la philosophie a toujours exploité les capacités natives de la pensée naturelle, de l'esprit parvenu à l'âge de raison. Il faut donc aller y voir aussi. De ce point de vue, la psychanalyse peut se présenter comme un savoir dans lequel tous les autres savoirs sont susceptibles de trouver leur fondement ultime, qu'ils le cherchent ou non, qu'ils veuillent le savoir ou non. Einstein lui le sait bien, lorsqu'il écrit à Freud pour lui demander son opinion sur Pourquoi la guerre, Warum Krieg, 1933, et que celui-ci lui répond alors de confronter leurs mythologies respectives comme il dit celle de la physique en regard de celle de la psychanalyse. La psychanalyse est la psychologie des profondeurs, Tiefenpsychologie, la nouvelle psychologie, Neue Psychologie, que Freud oppose à la psychologie de surface, 1-2 1911, ou encore universitaire, Schulpsychologie. Elle enracine en profondeur les savoirs anciens les plus ultimes sur le connais-toi Socrate, le cogito Descartes, le Ich denke Kant, l'esprit Hegel, qui disent tous la même chose, c'est que le moi est la base, la source, la racine, la clé de voûte des trois grands objets de la philosophie, le moi, le monde et l'idéal du moi, l'hypostase du je. La psychanalyse est la matrice dialectique, d'où s'organise la dialectique de tous les autres savoirs. Si savoir il y a, celui-ci suppose un cogito, et celui-ci repose sur un cogitatur. Si je sais, alors je pense, et alors il y a du penser. Observez que Lacan décrit l'organisation du sujet comme dialectique. Le sujet est ce qui est signifié par un signifiant pour un autre signifiant. Ce qui se lit également ainsi. S0 est signifié par S1 pour S2. Appelez encore le nouage de ce sujet, réel, imaginaire, symbolique, ou aussi bien ça moi sur moi, vous n'échapperez jamais au rouet, au moulin du 3. Même si cela fait enrager presque tout le monde à l'époque de la pensée tiède, Perry Anderson 2004. Et qui plus est pensée à droite, Terray 2012. Ceci encore. L'objet-sujet de la psychanalyse, l'inconscient, est organisé selon les deux composantes de base de la logique hegelienne, soit encore les deux versants du noyau rationnel de la dialectique moderne, l'identité des contraires, la métaphore, et le passage dans l'autre, la métonymie. On aura à revenir plus loin sur cette perspective jusqu'ici inédite. Enfin, le caractère dialectique de la psychanalyse tient à ce que son histoire la fait apparaître comme à la fois une et plurielle. La psychanalyse reste toujours d'une certaine manière freudienne,
quelles que soient ses incarnations à travers des auteurs aussi variés que ceux qui figurent dans le titre de ce livre. Les différentes versions de la psychanalyse, malgré parfois de considérables différences de contenu selon les auteurs, forment les rayons d'une roue autour d'un point de convergence, d'un moyeu central commun. C'est même extrêmement frappant, du moins quand on a appris à bien transposer comme cela se fait chez les musiciens. Bien plus, la psychanalyse est la seule forme de pensée complexe qui existe encore, et à partir de laquelle les autres modes du savoir puissent être à même de restructurer, si peu que ce soit, leur propre et authentique complexité. Voyez les pataquès des discussions sur la question du genre, ou le retour du religieux, ou l'éthique du contrôle bien tempéré de l'inflation monétaire. La psychanalyse sait en réalité quoi dire d'essentiel sur ces questions, même si elle ne court pas au basque de ceux qui ne lui demandent rien et à qui elle-même n'a rien à quémander. La psychanalyse ne cherche pas la faveur du public. Ce que j'ai toujours aimé chez Descartes, dès que je l'ai lu à 17 ans, c'est cette attitude de cavalier arrogant et comme farfelu qui lui fait dire que l'on a d'autant plus de chances de se tromper que l'on est plus nombreux, et que l'on ne peut jamais être beaucoup à savoir le vrai. Il y a longtemps que certains auteurs visionnaires ont su que la culture ancienne, la civilisation moderne préméditait leur suicide. Valéry, Les civilisations sont mortelles, Stefan Zweig, Le monde d'hier, et paraît-il aussi Ludwig Wittgenstein. De l'ancienne culture, il ne restera qu'un tas de décombres, et pour finir un tas de cendres, mais il y aura toujours des esprits qui flotteront sur ces cendres. Remarque mêlée. Dans le silence de ces espaces infinis qui effrayaient tant Pascal, il restera encore de l'inconscient pensant et pensé, cogitatur par-dessous le cogito, avant peut-être qu'il n'y ait plus que l'inconscient au sens du rien, ni pensant ni pensé, de toute manière encore de l'inconscient. On ira jusqu'à dire que la science implique, présuppose la psychanalyse flèche vers la droite. Cela veut dire en logique propositionnelle moderne, que la psychanalyse resterait vraie, même si la science était fausse. Supposer qu'il y ait du vrai, et qu'il n'y ait pas que le faux, que du faux. Pourquoi la science de la nature serait-elle vraie, elle dont les applications technologiques risquent de conduire à la ruine de la planète, sinon à son extinction? Les physiciens savent aussi bien que la physique moderne est en panne, qu'elle est divisée entre une physique de l'infinime grand et une physique de l'infinime petit, entre lesquelles il n'existe plus de pont, de passage, en particulier sous forme d'une théorie unifiée de l'énergie. La science de la nature, réduite à une telle condition depuis les années 1930, reste-t-elle vraie? Mais qu'est-ce que cela peut-il vouloir dire? Et pourquoi les sciences humaines seraient-elles vraies? Ne parlons pas du conflit de chien et chat, entre la psychologie et la psychanalyse. Mais qu'y a-t-il de vrai dans une économie libérale, incapable de saisir la contradiction entre l'accroissement continu du PIB mondial, lié au progrès régulier de la productivité et malgré la crise financière sans cesse invoquée, et le fait que l'on demande sans faire rire aux travailleurs de travailler de plus en plus? Lacan dit que le sujet de la science, celui qui fait la science de manière inconsciente, est le même que le sujet de l'inconscient, celui qui est l'objet de la psychanalyse, celui que le sujet de la psychanalyse a pour objet, soit encore le sujet-objet de la psychanalyse. Il dit que ce sujet est en soi divisé, mais qu'il est en même temps confronté à l'insurmontable contradiction de tenter de surmonter cette division, d'en faire la suture. Kant parlait déjà de cette maladie de la raison, consistant à vouloir dépasser ses bornes avec l'effet de se diviser sans cesse pour tenter en vain de se réunifier à nouveau. Serpent coupé dont les morceaux sursautent pour se recoller. Un mot encore sur les rapports entre la psychanalyse, la psychologie, les sciences humaines, les sciences de la nature et enfin la philosophie. La philosophie intervient pour mettre son grain de sel ici en ce que, disons-le, Freud et Lacan sont certes les grands créateurs de la psychanalyse, mais qu'en même temps et de ce fait, ils sont des philosophes de premier plan, même s'il convient de les ranger plutôt dans le clan de l'antiphilosophie, Badiou, dont il a déjà été question plus haut. La thèse que nous défendons ici, c'est que la psychanalyse et la psychologie, la première en profondeur et la seconde en surface, offrent leur support réel aux sciences de la nature comme aux sciences de l'esprit. Ce qui est du luxe. Car rien n'empêche les sciences de la nature comme les sciences de l'esprit de se développer de manière autonome depuis longtemps. Et même si elles se souciaient peu de se trouver le moindre fondement. Nous soutenons ici aussi, et nous avons soutenu ailleurs, la thèse que dans l'histoire de la philosophie de l'esprit,
source de la psychologie et des autres sciences humaines modernes, bénéficiait d'une certaine hégémonie par rapport à la philosophie de la nature. Ceci du fait que sous le sujet savant, il y a toujours un sujet connaissant, un sujet pensant, un cogitatur sous le cogito, et que cela, c'est de la psychologie, c'est du secteur psychologia des trois objets de la philosophie que cet objet relève. Parmi les philosophes illustres, et moins, bon nombre de ceux qui se sont intéressés à la philosophie de l'esprit se sont intéressés tout autant à la philosophie de la nature, Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Bergson, Ruyer. Kant s'intéresse bien davantage aux sciences physiques qu'à la psychologie qu'il considère comme une science à peu près impossible, ce qui sera aussi l'avis d'Auguste Comte. Hegel subordonne, mais sans la négliger du tout, la philosophie de la nature à la philosophie de l'esprit. Il existe un courant important en Allemagne, après Schelling, pour illustrer une philosophie de la nature. Mais l'intérêt pour la nature comme champ d'investigation philosophique est tout à fait nul chez les modernes tels que Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, Derrida, Althusser. Les philosophes français préoccupés d'épistémologie des sciences de la nature, nourris de néo-kantisme Brunswick, Couturat, Lalande, portent la responsabilité principale, à côté des linguistes et anthropologues, Saussure, Benveniste, Jacobson, Greimas, Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, de la campagne aux effets à terme délétères sur les pratiques pédagogiques modernes en faveur de l'antipsychologisme, marié avec l'anti-humanisme. Cependant Bachelard, le plus grand parmi les épistémologues des sciences dures, s'est intéressé avec passion et de façon significative à la psychanalyse. Freud, comme Wallon d'ailleurs, ont pensé que la psychologie offrait le relais entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Sans rien dire à cet égard du rôle de la philosophie dans une telle organisation. Mis à part cette question de l'antiphilosophie de Freud, philosophe malgré lui, ce dont on va reparler dans un instant, alors que Wallon est à part entière un psychologue, doublé d'un pédagogue et à certains égards aussi d'un épistémologue. Piaget pensait que la psychologie assurait le fondement des sciences biologiques, puis logico-mathématiques, en débordant à partir de là vers l'épistémologie générale des opérations physiques, puis vers l'histoire générale des sciences. En rejetant la philosophie, comme sagesse humaniste ordinaire, de cet édifice. On pourrait penser aussi que la psychanalyse et la psychologie offrent les racines de tout l'arbre de la philosophie, celui-ci portant les branches maîtresses des sciences de la nature et des sciences de l'esprit. Mais une telle solution néo-cartésienne et aussi bien néo-hégélienne, outre qu'elle est condamnée par les faits, car n'existe plus en France que des philosophes de poche, semble en soi déraisonnable, à jamais condamnée par l'histoire. Il reste que Freud et Lacan sont les grands créateurs de la psychanalyse, et en même temps et de ce fait des philosophes de premier plan, quitte à les ranger en même temps, répétons-le au risque de lasser, au nombre de ces philosophes d'une catégorie spéciale, qu'il y a lieu de qualifier d'antiphilosophie Badiou. Lacan, le plus grand esprit de l'époque pour ce qui est de la science de l'esprit, ne s'est pas orienté du tout de ce côté-là, d'une refondation de la philosophie comme Husserl. Son antiphilosophie, de style du reste très philosophique, a tout absorbé dans la psychanalyse. Il existe tout de même dans la pensée Lacan, le modèle des 4 ou plutôt 5 discours, pour offrir un levier puissant dans la perspective d'une classification de tous les savoirs humains, même si à peu près personne n'a su jusqu'ici s'en servir par rapport à un tel objectif. Discours du maître, discours universitaire, discours de l'hystérique, discours de l'analyste, plus le discours du capitaliste. On se demande, là-dedans, où peut bien se situer le discours de la science, puisque si bien Lacan en parle ailleurs, du sujet de la science. Et où le discours des philosophes, dont Lacan a fait un si large usage de référence, si toutefois ils sont encore invités au banquet. Il reste aussi que même abîmés, discrédités, démonétisés, voire hors de jeu, même mourante, voire morte, la philosophie continue d'une certaine manière à rôder autour des savoirs en cours. Et qu'une époque où il n'y a plus, où il n'y aurait plus de philosophie, est une époque devenue sans esprit, sans âme, sans vie, une époque de citoyens robots votant à la sauve qui peut, une époque déjà tombée dans les poubelles de l'histoire. On voit qu'il reste encore beaucoup de questions pendantes, après Lacan, et par rapport à Lacan. La question est de savoir par exemple si la psychanalyse pourrait faire office d'une espèce de philosophie, d'antiphilosophie peut-être, disons comme préambule à une éthique, comme prélude à un art de vivre.
Sans parler à ce sujet de la seule clinique, cela pourrait commencer au plan théorique, par un certain art de la circulation du même entre les différences. Telle est la pratique courante déjà des musiciens, la variation. En tout cas, plus personne n'a confiance dans la science toute seule pour servir de base à une éthique. Après le cyclone B? Après Hiroshima? Mais vous voulez rire? Au moins la psychanalyse n'a-t-elle jamais mis les mains là-dedans? Un livre peut s'écrire, pour parler dans le désert, quoi de plus naturel quand l'époque elle-même est devenue le désert? Un livre sur l'amitié fondamentale de la philosophie et de la psychanalyse, il n'est pas que cela, intéressera peut-être encore quelques psychanalystes. Combien? En tout cas, certainement pas les cougars et les bouvillons du petit cercle enchanté des critiques de la connivence médiatique. Sans parler des sorcières sorties des contes de héros. Cela fait déjà un moment qu'ils ne comprennent plus rien de rien, rien à rien. Un esprit de courtisanerie et de club fermé imprègne tout ce milieu du journalisme culturel des grands hebdomadaires. Cependant, d'aucuns, très peu. Parmi eux sont d'excellents photographes d'actualité, de bons reporters du présent des savoirs, capables à l'occasion de mener des interviews alertes, c'est leur seul rôle utile, mais ils se trompent souvent sur l'évaluation de la qualité réelle, de l'importance véritable des situations, des choses écrites, des écrivains et en général des intellectuels. Ceci par manque de ce recul que seul peut donner la connaissance approfondie de l'histoire à long terme, des idéologies et des faits de culture. Par ailleurs, ces écotiers de la culture et des idées sont aussi des vendeurs de journaux. Ils ont à tenir compte du goût de leur public et à prendre en compte l'évaluation de ce que celui-ci peut ou non supporter, en matière de vétité collective. De ce point de vue, nul n'a jamais été prophète en son pays, et sont mal perçus a priori les livres trop noirs, ceux qui ne proposent aucune solution, ne donnent aucun espoir. En témoigne par un exemple un livre remarquable de Christophe Granger sur la destruction de l'université française, La Fabrique édition 2015. Eh bien, on n'a pas trouvé dans les principaux hebdomadaires, en particulier de gauche, la moindre ligne sur cet ouvrage, dont le sujet d'une importance majeure devrait a priori intéresser tout le monde. Disons même que c'est le sujet, qui est la clé de tous les autres, même à envisager la cause comme désespérée. Après le désastre d'Iéna, la reine Louise de Prusse a compris que c'était par là qu'il fallait tout recommencer, l'université de Berlin avec les Humboldt, avec Fichte, avec Hegel. La vérité c'est qu'aujourd'hui en France, un titre pareil est un épouvantail. On ne manquera pas de trouver toutes sortes de défauts à notre livre, en particulier celui d'être pour une part, une compilation de nombreuses notes de lecture. Eh bien ce genre de travail, avec une prise de recul d'une vingtaine d'années environ, est utile et indispensable. À un public certes limité, mais qui est le seul qu'un auteur sérieux puisse trouver intéressant. On en a assez de ces livres originaux, qui produisent l'opinion personnelle des auteurs sur tous les grands sujets. Où cela mène-t-il en fin de compte? À quelques déjeuners avec tel ou tel des arbitres du goût en matière de pensée tiède? Voilà qui est très bien, mais quelques semaines après, tout est oublié. Ceci dit, il existe des points de vue originaux dans notre livre. En particulier deux dont il a déjà été question plus haut, et que l'on rappellera brièvement ici. En premier lieu, sous la logique freudienne, disions-nous, se profile l'ombre de Hegel sous la forme des deux composantes histoire et structure d'un noyau rationnel de la dialectique, NRD, dont nous avons et reparlerons encore ailleurs et dont la présentation ne saurait nous retenir davantage ici. Cela, Lacan l'avait pressenti et Jacques Robion le sait parfaitement aussi. En second lieu, notre livre, comme déjà dit encore, se termine par une tentative de critique de la pensée lacanienne sur deux questions très sérieuses à propos desquelles nous pensons qu'il y a eu fort peu de débats jusqu'ici. La réduction de la pensée au langage et le rejet de la genèse au profit de la structure. Par ailleurs, autre témoignage de notre engagement personnel, ces notes de lecture sont accompagnées d'un appareil critique de quelques 200 notes en bas de page. De l'ensemble de nos études 2006-2015, ressort aujourd'hui avec toute la netteté historique désirable, le constat de l'importance durable de Lacan. Dans l'espace français s'est produite, dans la période 1950 à 1980, une constellation d'une vingtaine d'auteurs conséquents, d'une génération plus jeune et qui ont tous plus ou moins porté sa marque. Restait à faire dénombrer dans l'espace international,
une demi-douzaine d'étoiles, à compter parmi ses contemporains qu'il n'a pas fréquentés. Voilà, les choses sont dites, elles sont maintenant connues, et on pourra, si on le souhaite, mieux travailler sur Lacan. Le grand intérêt des stars internationales, par rapport à Lacan, est que ces auteurs ont beaucoup parlé de la technique de la cure dans les organisations limites, un sujet sur lequel il faut reconnaître, séminaire Lacan de Badiou, que Lacan s'est toujours montré très discret. Je dirais mieux plus loin qu'à mon avis, Jacques Robion est la personnalité qui est apparue comme la plus importante dans le champ de la psychanalyse, théorique et clinique, depuis la disparition de Jacques Lacan. Et le milieu français est tel que cela reste mal connu. J'expliquerai mieux plus loin les aspects que j'estime importants et originaux dans les vues de Jacques Robion. Mais je voudrais simplement souligner ici un point de discussion à propos de quelque qui me paraît obscur dans ses vues. Jacques Robion admet qu'un enfant ait reçu de l'un de ses parents la délégation de porter la charge d'un symptôme, ce qu'il appelle l'assignation projective. Mais il refuse la perspective d'une hérédité psychique passant à travers plusieurs générations, ce que Freud a appelé jadis legs phylogénétique, Archescherbschaft. Ce point est important en ce qu'il engage d'une certaine manière l'attitude de la psychanalyse à l'égard de la sphère des faits politiques. Attitude qu'elle aurait à prendre mais qu'elle se refuse à prendre sauf cas exceptionnel, fait Ibn Slama. Car enfin, ce qui se passe en France à l'heure actuelle, les diverses espèces de colère, des agriculteurs contre l'Europe, des jeunes Français musulmans contre la France, des casseurs contre la police, tout cela, l'hypothèse minimale que pourrait en former une psychanalyse concernée par la politique, c'est que le nœud des causalités en remonte très loin jusqu'à une chaîne de points de culpabilité collective où il faudrait aligner la guerre d'Algérie, le sabordage de L', institution enseignante depuis les années 1950, le régime de Vichy, l'échec du Front populaire, l'agitation fasciste des années 1930, l'échec du cartel des gauches, la béance créée par la guerre de 1914 à 1918. Pourquoi ne pas admettre que l'inconscient collectif de la nation française continue à porter la honte de la collaboration avec le nazisme? Puis des exactions perpétrées par les guerres postcoloniales? Rien de tel en Angleterre, en Espagne même. À partir de là, les historiens, les philosophes, les enseignants pourraient commencer à travailler à une réforme sérieuse de l'enseignement, sur des bases dont l'investigation de la mécanique interne et des moyens de la reprendre et de la maîtriser n'a jamais été jusqu'ici sérieusement envisagée par personne. Il est devenu très rare qu'un ouvrage contemporain s'embarrasse du souci de fabriquer un index, des index même, au prétexte de servir l'intérêt scientifique du lecteur. Notre index des noms en comprend quelques 650, 638, au surplus muni d'une courte définition, dans tous les cas où cela a été possible. Au contraire, on a réduit à l'essentiel des notions jugées les plus importantes pour les préoccupations récentes, l'index des matières, c'est-à-dire sans le charger de tous les mots déjà bien connus de la psychanalyse. On a pensé que le détail très abondant et très précis de la table des matières pourrait à cet égard, malgré tout, et tant bien que mal, faire office de complément. Wilfred Ruprecht Bion, 1897 à 1979. La figure de Bion, principal disciple de Mélanie Klein, est celle d'un grand penseur du mouvement psychanalytique. Revenant à la source des premiers grands travaux de Sigmund Freud, 1895, 1900, 1911, son principal mérite est d'avoir développé selon l'ensemble de leurs conséquences et dans une perspective d'une remarquable originalité, l'esquisse qu'ils contiennent d'une conception métapsychologique des processus de pensée. Par ailleurs, Bion articule ce modèle renouvelé de l'appareil de pensée à des vues alors très nouvelles sur les mécanismes de la psychose, Freud 1911, aussi bien que sur le fonctionnement des groupes, Freud 1921. À cette fin, il convoque à l'appui d'une théorie rigoureuse et profonde de l'observation psychanalytique, un vaste éventail de connaissances impliquant la philosophie, des Hume, Kant, l'épistémologie, H. l'histoire de l'art et des religions, la physique, la logique et les mathématiques. L'étude psychanalytique des groupes. Né en Inde où son père était ingénieur, Wilfred Bion poursuit d'abord des études d'histoire à Oxford. Puis il se tourne vers la médecine et la psychiatrie. Il entreprend sa formation psychanalytique auprès de John Rickman, puis surtout de Mélanie Klein, dont il sera le disciple ou plutôt, le descendant le plus original et le plus célèbre.
Il entre en psychanalyse lors de la Seconde Guerre mondiale par le biais de la psychiatrie militaire, en se consacrant à l'étude des activités libres dans les petits groupes. Revenu à la vie civile, il applique ses méthodes personnelles à la création de groupes de thérapie à la Tavistock Clinic de Londres. Cette première période de son activité, de 1948 à 1961, aboutit à la publication d'Experience in Group, 1961. Président de la Société britannique de psychanalyse de 1962 à 1965, il vit ensuite à Los Angeles de 1968 à 1979, où il acquiert une réputation internationale. Dans une période de production brève, mais très féconde, il publie alors Learning from Experience 1962, Elements of Psychoanalysis 1963, Transformation 1965, Second Thoughts 1967, Attention and Interprétation 1970. Au cours de sa période américaine, il anime plusieurs séminaires au Brésil, où les conceptions de Melanie Klein ont toujours suscité un intérêt marqué. Le contenu de ces rencontres 1973-1974 a été réuni dans Brazilian Lecture 1974, suivi de Two Papers, The Grid and Caesura 1977. Vers la fin de sa vie, Bion rédige encore les 3 volumes de A Memory of Future. La pensée de Bion n'a commencé à pénétrer dans le public français qu'à la fin des années 1970, avec environ 2 décennies de retard sur les pays de langue anglaise. Les raisons s'en expliquent par le maintien d'une attitude critique à cette époque en France, à l'égard des conceptions kleiniennes, mais aussi par le lent progrès des applications de la psychanalyse au domaine de la psychose et des thérapies de groupe, S. Lebovici, 1958, D. Anzieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.